C'est bon ? Bonjour à tous. Merci à l'association déjà Christopher et I de m'avoir demandé de faire cette intervention et d'introduire l'après-midi. Alors donc, moi je suis informaticien. Je travaille maintenant dans une société de conseil qui fait du conseil en ouverture de données pour des organisations qui produisent des données et en réutilisation de données, notamment ouvertes, pour des organisations, des entreprises, des ONG, des organisations du secteur public qui souhaitent réutiliser des données dans le cadre de leur activité. Avant de rejoindre cette entreprise, j'ai fait de la recherche sur différents projets et ce faisant, j'étais à la fois producteur de données, j'ai travaillé à la constitution de données de la recherche, et réutilisateur de données, puisque je réutilisais des données produites par d'autres chercheurs. Dans le cadre de projets de traitement du langage, qui se rattachent globalement à l'intelligence artificielle. Dans le cadre des projets de recherche, la falsification des données n'est pas souvent un problème. Mais à mesure que les technologies d'intelligence artificielle se diffusent dans la société et dans les organisations, le risque de falsification notamment existe. Mais bon, je vais laisser les autres en parler beaucoup mieux que moi. Je vais avant tout m'attacher à introduire déjà ce que c'est qu'une donnée et sa place justement, la place qu'elle a prise actuellement dans les organisations. Donc voilà, je fais partie maintenant de l'entreprise d'Adactivist. Nous sommes une petite coopérative. Et toutes nos productions sont toujours librement réutilisables selon les termes de la liste. C'est bon ? C'est bon. Je vais éviter de toucher à ce bouton. Alors, donc les données. Quand on parle de données, on pense souvent à des fichiers qui peuvent être... qui contiennent des symboles, surtout des nombres, mais aussi des données textuelles. J'ai l'impression que le micro est un peu intermittent. Et donc ces données proviennent de différentes sources. Ça peut être des capteurs, ça peut être des données d'activité, comme quand vous faites des achats, ou des logs d'activité sur des serveurs, par exemple. Donc on a une acception de la donnée qui est très large, qui capture de nombreux éléments générés, des traces d'activité générées par différents canaux et recueillies de différentes façons. La donnée est devenue pervasive. On la trouve maintenant utilisée dans à peu près tous les secteurs d'activité. Les nouveaux géants dont la valorisation a explosé depuis quelques années ont mis la donnée au cœur de leur activité, au cœur du pilotage de leur activité notamment. Et donc un exemple qui parlera, je pense, à la plupart d'entre vous, c'est donc Netflix et puis son concurrent aussi Amazon Vidéo, qui ont tous les deux très tôt eu une stratégie basée sur la donnée, avec des angles assez différents, et puis au fur et à mesure des approches convergentes. La première façon d'exploiter les données pour ces deux structures, ça a été de faire de la sélection de contenu. Donc ça, c'était l'approche utilisée par Amazon Vidéo. Avant de choisir quelle série ils allaient financer, ils ont fait faire des épisodes pilotes, comme dans toutes les séries. Et ils les ont fait regarder à des panels de spectateurs, comme d'habitude. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont capturé plus de données comportementales que d'habitude face à ce contenu. Donc, notamment, les utilisateurs étaient libres de faire un visionnage comme dans un visionnage à la demande normale. Et donc, ils ont capturé des millions de points de données qui correspondait au moment où les spectateurs avaient appuyé sur pause, avaient remis la lecture, avaient sauté certains passages ou étaient revenus en arrière pour revisionner un bout de l'épisode. Et donc Amazon, ce faisant, a capturé beaucoup plus de données comportementales que d'habitude sur les panels de spectateurs
Et ils ont utilisé ces informations pour choisir laquelle, parmi 8 séries, ils allaient financer et lancer. Netflix, au départ, a une approche assez différente. Non pas, en observant non pas les comportements des utilisateurs face à un contenu qu'on leur présente quelque part de façon imposée, mais en regardant plutôt les données organiques d'utilisation de la plateforme. Qu'est-ce que les gens ont regardé, ont choisi de visionner? Quelles sont les notes qu'ils ont données à ces contenus? Est-ce qu'on peut trouver des associations, des régularités dans les choix des spectateurs? Toute une population de spectateurs aime les films avec tel acteur qui traite de tel thème, et ainsi de suite. Et ils ont mis donc en rapport toutes ces données organiques d'utilisation de la plateforme avec des éléments de contenu pour lesquels Netflix dispose d'une grille d'annotation hyper précise, très riche, qui capture à peu près toutes les dimensions métiers de l'industrie cinématographique en termes d'analyse du contenu. Encore une fois, quels sont les thèmes, où se passe l'action, est-ce que le film se termine bien ou non, est-ce que le ton est plutôt léger, etc. Encore une fois, c'était l'approche primaire de Netflix, l'approche primaire d'Amazon Vidéo. Avec le temps, constatant les bénéfices de chacune de ces deux approches, évidemment, ils ont chacun intégré les éléments choisis par l'autre. Mais donc, vraiment au cœur de l'explosion de l'activité de Netflix et du montage même, du lancement de l'activité d'Amazon Vidéo, il y avait la donnée. Et c'est la donnée l'utilisation de différentes données, de différents types de données, qui a permis à ces entreprises d'acquérir la position qu'elles ont maintenant, qui leur permet de toucher plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde. Un autre exemple, celui de Starbucks, qui n'est pas n'importe quelle chaîne de coffee shop, puisque, là encore, Starbucks choisit soigneusement ses lieux d'implantation. Alors, Starbucks utilise des données sociodémographiques sur les quartiers pour choisir le quartier dans lequel ils veulent s'implanter. Ils choisissent des zones où les revenus moyens sont plutôt élevés, puisque le ticket moyen chez Starbucks est plutôt élevé, encore une fois pour du café. Donc, ils ciblent des zones avec des revenus moyens élevés, avec une structure démographique en termes d'âge qui correspond à leur clientèle visée. Le taux d'équipement en smartphone est plutôt dans les zones très très équipées. L'appétence des gens pour les applications. Ce qu'aiment bien les chaînes comme Starbucks, c'est que vous ayez l'application de leur chaîne avec des coupons, des programmes de fidélité, et que ça les aide à fidéliser le client, à le faire revenir, à lui proposer des publicités et des promotions très ciblées. Et donc ça, c'est un facteur de choix, de sélection d'implantation. Starbucks regarde également les données de l'environnement, au-delà de la population qui fréquente la zone dans laquelle ils veulent s'implanter. Ils regardent également les caractéristiques de la zone en termes de bureaux, de commerce, de points d'intérêt, d'attractions touristiques, de dessertes en transport et aussi de sécurité. Une chaîne comme Starbucks ne veut pas que les clients aient une expérience négative et qu'en sortant de chez eux, ils se fassent agresser. Donc, Starbucks regarde tout ce panel de données avant de décider de son implantation, en plus des critères habituels dans le commerce qui sont prendre un emplacement bien visible, de préférence sur un angle, etc., etc. Starbucks utilise également les données pour gérer et piloter son activité. Donc, pour gérer les approvisionnements, gérer les stocks et gérer également le personnel. En capturant les données sur les événements dans la zone d'implantation de chacun de leurs magasins, Starbucks est capable de prédire un peu mieux l'affluence. De même en utilisant les données météo. Si la météo annonce plutôt un temps chaud et ensoleillé, eh bien, Starbucks va faire des petites promotions ciblées vers des boissons rafraîchissantes. Ça peut paraître simple, mais encore une fois,
Starbucks l'a développé à une échelle qui est industrielle. C'est au cœur de l'activité, de toute l'activité du groupe. Ils pilotent vraiment leur activité par la donnée. Donc ces exemples, j'espère, vous permettent d'accepter ce terrain commun que je vous propose, qui est celui de la dataïfication du monde, la mise en données du monde. Je vais emprunter ici les mots de Kenneth Cocker, qui parle de déluge numérique, et donc du fait que, actuellement, ces entreprises comme Starbucks, comme Netflix, comme Amazon Video, mais comme n'importe quelle entreprise qui veut utiliser des données actuellement, eh bien, sont capables d'exploiter des gisements de données qui sont énormes et qui découlent de la capacité à paramétrer des aspects du monde et de la vie qui n'avaient encore jamais été quantifiés. On met en données tout un tas de choses qui n'avaient pas été mises en données jusque-là, qui n'étaient donc pas intégrables à des modèles d'analyse ou à des modèles de prise de décision. Et donc la mise en données, il faut bien préciser ce que c'est. C'est autre chose que la numérisation, c'est pas juste scanner un texte ou numériser un film, mais c'est une action bien plus vaste, avec des implications à l'époque de la citation notamment encore insoupçonnée, qui était de numériser non plus des documents, mais tous les aspects de la vie. Cette citation date un petit peu, mais elle reflète bien le changement de paradigme. Ici, on cherche à acquérir des données pour capturer des aspects de votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous aimez comme contenu ? À quelle heure est-ce que vous visionnez des contenus ? Est-ce que vous aimez est-ce que vous buvez votre café plutôt très tôt le matin, plutôt en milieu de matinée ? Et donc ça repose la question de la définition d'une donnée. Le terme lui-même donnée, bon, si on veut reprendre l'étymologie, c'est toujours un peu facile, mais en l'espèce c'est assez éclairant. Donc la donnée, c'est quelque chose qui justement est donné, qui est déjà là, et qui est considéré comme évident. En réalité, la donnée dans une chaîne d'analyse, eh bien, c'est considéré comme le matériau de base brut qui est produit par une abstraction, un examen, une observation du monde, de certaines situations, en catégories, en mesures et en différentes formes de représentation. Ça peut être des nombres, donc des grandeurs numériques, ça peut être des caractères, des symboles, des propriétés, des images, des sons, des ondes, des bits, qui constituent donc, toutes ces données constituent les blocs élémentaires, les atomes, à partir desquels on peut créer de l'information et de la connaissance. Et donc, on peut se demander si plutôt que de parler de données, il ne faudrait pas plutôt parler de capter. Donc là, on s'oriente plus dans la direction justement des capteurs, de tous les dispositifs de mesure qu'on considère plus ou moins objectifs, ou d'obtenu. Et dans la notion d'obtenu, on retrouve plutôt bien un processus actif d'acquisition. On définit ce qu'on veut observer. Est-ce que les gens sont plutôt contents ou pas contents quand ils ont vu ce film ? Est-ce que ce film est plutôt très gai ou plutôt très triste ? Ça, à un moment, on a défini. Netflix a défini ce que c'était qu'une échelle de positivité ou de tristesse pour un contenu. D'accord ? Et donc, le fait de fixer la grille d'annotation d'un contenu multimédia, les valeurs possibles pour chacun de ces paramètres, c'est une forme de capture ou une forme d'obtention active de données. Alors si on veut faire système entre cette notion de données et le sujet des exposés qui vont suivre cet après-midi, on peut se référer à un modèle qui est assez classique, qui est assez mal défini en réalité, auquel on peut faire dire beaucoup de choses, mais
qui sous-tend malgré tout une vision de la gestion de la connaissance dans les organisations qui manipulent des données. C'est donc la pyramide DIKW qui a été proposée à l'origine par Ackoff. Une analyse avec un peu plus de recul, date de 2007 par Rowley. Alors, cette pyramide, les modèles pyramidaux, c'est toujours très pratique, on peut en faire dire plein de choses, repose donc, à la base, se trouvent les données. Les données, ce sont donc des représentations symboliques de propriétés des objets, des événements et de leur environnement. D'accord ? Donc on a vraiment cette notion d'information atomique, d'information élémentaire, qu'on a mesurée avec des capteurs de température, de pression, de tout ce que vous voulez, ou des propriétés qu'on a observées très simplement. On considère qu'à partir de ces bouts d'information, de ces atomes d'information, on peut construire des vraies informations. Une information étant entendue des données utilisables, pertinentes, traitées éventuellement, donc des données débruitées, débiaisées, ou des données inférées, faire une moyenne, faire des calculs sur les valeurs pour en obtenir d'autres. Et l'idée étant que la différence entre les données et l'information n'est pas une différence de nature à proprement parler, mais une différence fonctionnelle. L'information, ce sont des données mobilisées pour répondre à une question. Donc, quelle est la température moyenne en Australie en ce moment ? Est-ce que cette température est plus ou moins élevée que la température habituelle, historique, la moyenne historique en Australie ? À partir de ces informations, on peut contrôler un système ou construire un modèle. On parle beaucoup de modèles normalement dans vos formations. Construire un modèle qui permet de décrire les valeurs, de faire soit de la description, soit de la prédiction, de comprendre, de modéliser un phénomène ou un système. Donc la couche de connaissance, c'est la couche qui correspond à la construction de ce modèle ou des règles qui permettent de contrôler un système et de le faire marcher, de le faire fonctionner correctement. Et enfin, tout en haut, Ackoff positionne la couche de sagesse, de wisdom, qui correspond en réalité pour lui au jugement humain. Cette notion, maintenant que les données sont vraiment exploitées dans le cadre notamment de modèles, permet de capturer la partie qui reste humaine dans l'exploitation des données, qui est intrinsèquement humaine. Donc wisdom, c'est la couche qui correspond au jugement humain. Mobiliser des connaissances construites sur des informations construites sur des données pour faire une action. Donc pour piloter une organisation, pour décider de staffer plus de monde, de commander plus de glaçons, plus de boissons, etc. Une fois qu'on a compris ce modèle-là, on se rend compte que les organisations acquièrent des données parce qu'après elles veulent avoir des informations qui leur permettent de mieux piloter de comprendre certains phénomènes ou certaines choses, comprendre leur activité, et ensuite d'avoir une sorte de modèle ou ça peut être un modèle humain, une sorte de compréhension des process. Ça peut, à partir d'un dashboard, savoir interpréter les choses, mais ça peut aussi être un modèle plus ou moins automatique qui permet de prédire, de gérer automatiquement les stocks. Et tout en haut, donc, la capacité à déployer ces modèles dans les situations où ces modèles sont pertinents et permettent de déclencher une vraie action. Pour finir, je vais faire un petit saut, une petite pirouette par rapport au titre qui faisait correspondre les données à l'or de l'ère de l'information. Alors, on a souvent des comparaisons autour de ce que c'est que la donnée pour aider les personnes et les organisations à comprendre ce qu'est la donnée et ce qu'on peut en attendre ou pas. La métaphore la plus habituelle, c'est celle du pétrole. Data is the new oil, avec cette idée que
les données ne parlent pas toutes seules, n'ont pas de valeur en tant que telles, mais que pour acquérir de la valeur, elles doivent être raffinées, traitées. Il y a tout un processus qui est nécessaire pour que la donnée serve à quelque chose et prenne vraiment de la valeur. On peut parler d'or au sens où c'est souvent le trésor de guerre des organisations qui acquièrent la donnée et qui s'en servent. Mais si on reprend une analyse, on se rend compte que cette analyse ne capture pas bien ce que c'est que la donnée. D'accord ? Le pétrole, l'or existent, sont des actifs matériels, tangibles, des choses du monde réel, sur lesquelles on peut mettre le doigt, qui ont une valeur qui existe en quantité finie, pour lesquels il y a des coûts de transaction qu'on peut pas donner comme ça, distribuer. Si moi je vous le donne, vous l'avez, enfin je l'ai plus et vous l'avez. Tout ça c'est pas vrai avec les données. Les données, si on reprend l'analyse de Haskell et Westlake, sont des actifs intangibles. Ils définissent ces actifs intangibles comme ayant 4 propriétés. Les données sont des actifs intangibles parce qu'elles sont scalables. Copier des données, ça a un coût. Et encore une fois, si je copie les données pour vous les donner, vous les avez, je les ai toujours aussi, et on peut chacun les exploiter. Les données sont irrécupérables. La valeur des données d'activité de Starbucks, par exemple, ou de Netflix, n'a de valeur que pour cette structure-là, et éventuellement pour ses concurrents. Mais la valeur de l'historique des visionnages pour une entreprise qui ferait complètement autre chose est proche de zéro. Une fois qu'on a dépensé, qu'on a investi pour produire de la donnée ou pour acquérir de la donnée et qu'on l'a utilisée pour piloter son activité, on ne peut pas revendre cette donnée facilement. Elle a une valeur interne à l'entreprise qui est beaucoup plus élevée que sa valeur de vente. Encore une fois, sauf à des concurrents. Les données sont diffusables. Si je suis capable de capturer ce que vous faites sur ce que 2 utilisateurs font sur Netflix en termes de comportement de visionnage, je suis capable de capturer ce que 10 000 utilisateurs font sur Netflix. D'accord. Je n'ai pas besoin de déployer mon activité très différemment. Modulo, encore une fois, les coûts d'infrastructure, le fait qu'elle soit dimensionnée, mais fondamentalement, j'ai un coût d'acquisition de nouveaux utilisateurs et donc d'acquisition de nouveaux points de données qui est hyper faible. Et qui se combine avec l'effet de scalabilité pour expliquer que les plateformes existantes ont tendance à devenir hégémoniques. D'accord ? Netflix tire une grande partie de sa position et de sa valorisation par le fait que pendant très longtemps, elle a été la seule à diffuser autant de contenu et n'avait pas de sérieux concurrents. De la même façon, tout le monde est sur Facebook parce que c'est le réseau social sur lequel tout le monde est. Si on est sur un autre réseau, on ne peut pas communiquer avec les gens qui sont sur ce réseau-là. Et donc ça pose problème, ça génère un effet en tant qu'utilisateur, et donc on a tendance à se ranger au consensus et à choisir tous la même plateforme. Et enfin, les données sont synergisables. La valeur des données est bien plus grande si on arrive à les croiser avec d'autres données. Et donc, pour ces différentes raisons, eh bien, les données ne seraient pas de l'or, ne seraient pas du pétrole, mais sont autre chose. Les données sont les données. Elles sont donc, elles servent à construire des informations, des connaissances, des modèles que les personnes, que les individus, que les organisations peuvent utiliser pour mieux comprendre des phénomènes, pour les modéliser ou pour déployer des nouveaux systèmes, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale, du résumé automatique de contenu, de la recommandation de contenu. Les données, parce qu'elles permettent de construire des informations qui permettent de construire des connaissances, et donc des modèles, sont au cœur de tous les systèmes d'intelligence artificielle qui arrivent maintenant dans vos vies et dont vont vous parler, je pense, les autres intervenants. Merci.